Alors, d'abord, merci de l'invitation et de votre grande générosité à nous permettre de discuter de cette question-là avec vous. J'ai été frappée déjà par les interventions du professeur Mattei, jusqu'à quel point nous avons des préoccupations qui sont totalement communes. Et l'opinion que je vais exprimer aujourd'hui n'engage évidemment que moi. Permettez-moi quelques mots à propos de la façon dont nous avons pris en charge cette situation-là. Et mon propos va porter un peu plus sur ce qui se fait au Québec. Il faut savoir qu'au Canada, évidemment, comme vous le disiez, un État fédéré, la Constitution fait en sorte que la santé est un peu partagée entre le Québec et le Canada, mais très certainement la prise en charge médicale de ce qui se passe dans un centre hospitalier est clairement de compétence provinciale. Donc, je vais vraiment mettre l'accent sur ce qui s'est passé au Québec, mais pour vous illustrer je dirais, la complexité, le plaisir que nous avons à vraiment travailler dans un État fédéré. La négociation de l'achat des doses de vaccins s'est fait par les autorités fédérales et la vaccination ou la stratégie de vaccination est prise en charge par les provinces. Donc, c'est un exemple de comment tout cela se partage. Au Québec, on ne peut pas parler d'un seul comité, je dirais, au niveau du conseil scientifique. Il y a eu un ensemble d'acteurs de l'appareil gouvernemental qui ont été mis à contribution pour conseiller le gouvernement d'un point de vue scientifique. Et vous me permettrez de nommer 4 acteurs importants dont je vais parler dans mon propos. Le premier est le directeur national de la santé publique, M. Arruda, qui a été propulsé presque comme une star devant la scène publique aux côtés du premier ministre et à qui le premier ministre faisait régulièrement référence quant aux opinions qu'il prenait pour prendre des décisions politiques. Un deuxième acteur important est l'Institut national de santé publique du Québec, qui est une institution qui relève de l'appareil gouvernemental, mais a joui d'une certaine indépendance. Beaucoup des opinions émises, donc des réflexions, des rapports ont été produits par l'Institut national de santé publique, qu'il s'agisse de la ventilation dans les écoles il y a quelques semaines à peine, de la modélisation de l'évolution de la pandémie ou des données quotidiennes même au sujet de la pandémie. Troisième acteur important, le scientifique en chef du Québec, qui est une institution, qui est un poste qui a été créé au sein de l'appareil gouvernemental depuis 2011. Je travaille pour le scientifique en chef et qui conseille certains ministres au besoin et le gouvernement sur des questions de science, mais aussi qui a la possibilité d'adopter des stratégies rapides de mobilisation de la communauté scientifique pour lancer des recherches au besoin. Donc ça aussi, ça a été un aspect important. Et finalement, l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux, qui, elle, s'intéresse à la prise en charge médicale, par exemple, a fait des projections sur l'impact de la COVID dans les hôpitaux, à quel moment nos hôpitaux seraient débordés ou incapables vraiment de gérer cette prise en charge-là. Nous avons eu très peur d'y arriver la semaine dernière. Un dernier élément de mise en contexte avant que je vous communique ces éléments d'information, c'est concernant la prise de décision politique. Il s'est passé quelque chose de tout à fait, je dirais, inhabituel par rapport à cela. C'est que depuis le 13 mars, jour où nous avons tous été confinés, et ça jusqu'au début de l'été, le premier ministre a tenu des points de presse quotidiens avec le directeur national de santé publique à tous les jours à 13 heures. Et le ministre de la Santé. Donc, ce triade-là s'est présenté et donc les Québécois, plus de 2 millions de Québécois étaient à 13 heures devant leur télévision, assistaient au quotidien à cette discussion entre la santé publique et le premier ministre. Bien sûr, c'était des points de presse qui étaient préparés et pour lesquels il y avait un message à lancer, mais disons que le quotidien ou l'assiduité de cette communication laisse peu de place pour cacher des choses. Nous avons été témoins des incertitudes, des hésitations dans la prise de décision et dans les recommandations au quotidien. Donc, c'est le contexte, je vous dirais, dans lequel tout ça se passe au Québec. Donc, le conseil scientifique a pour but d'appuyer donc cette prise de décision, voir le politicien lui-même dans des décisions qui sont par définition difficiles, rapides et sans merci, avec des impacts qui durent, qui ont une durée dans le temps très, très importante.
Je pense que le conseil scientifique peut aider à donner du sens, surtout lorsque les mesures imposées sont difficiles à faire comprendre ou à faire passer. Et par contre, pour que ça fonctionne bien, il faut éviter certains pièges. Il faut que ce conseil scientifique maintienne un certain nombre de caractéristiques et c'est ce dont je voudrais vous parler dans ma communication. Faute d'éviter ces pièges, le conseil scientifique et par extension la décision politique qui s'est appuyée sur ce conseil risque d'en être entachée. Alors, un premier défi auquel on a assisté, ça a été le caractère évolutif de l'état des connaissances scientifiques, dont certains, entendant les incertitudes dont vous parliez tout à l'heure, ont pu penser que le conseil scientifique n'était pas bien fondé, pas d'une expertise appropriée, ou même ont pu se poser des questions quant à l'ensemble des scientifiques qui participaient au développement des connaissances. Selon moi, dans ce contexte, deux éléments sont importants pour maintenir la crédibilité du conseil scientifique en moment où la science elle-même évolue. D'abord, je pense qu'il est important de parler à ce moment-là non seulement de ce qui est de ce qu'on conseille et de ce qu'on sait au niveau de la science, mais de comment se fait la science. Quelles sont les étapes, comment la science travaille. Et de ce côté-là, ça a pris quand même plusieurs semaines avant, je trouve, qu'on y arrive dans l'opinion publique, mais c'est un élément qu'on peut oublier facilement, mais qui est extrêmement important. Et l'autre, je pense qu'une caractéristique importante du conseiller scientifique dans ces situations-là, c'est d'avoir une certaine dose d'humilité. Je pense que le fait de constater qu'on ne sait pas est en soi un conseil scientifique qui est tout à fait valable et qui a besoin d'être dit lorsqu'il est pertinent. Donc, un deuxième défi dont je veux vous parler, c'est d'être capable de dégager le consensus scientifique en situation d'urgence, alors qu'on construit l'avion en plein vol. C'est le propre de la démarche scientifique que les pairs puissent débattre, qu'il y ait des hypothèses, qu'il y ait des zones d'inconnu et d'incertitude, comme on le disait plus tôt. Or, il appartient aux conseillers scientifiques ou au comité de distiller l'état des connaissances au moment où la demande de conseil est faite par le politique. Cette réponse doit venir relativement rapidement, relativement efficacement et parfois même un peu succinctement, car le politique n'a pas le luxe d'attendre qu'on fasse de nouvelles études ou de passer à travers la lecture d'une thèse de doctorat. Dégager ce consensus scientifique si rapidement n'est pas simple et à bien y penser, il est même contre-intuitif. Quand on pense à la formation de chercheurs qui demande qu'on entre dans les détails, qu'on explique bien les nuances, qu'on exprime toute la profondeur du savoir, de réduire cette discussion-là à quelque chose de très court, peut parfois semer le doute, ou en tout cas, pour celui qui donne le conseil, comme je le disais, être un petit peu contre-intuitif. Il faut aussi des qualités de communicateur qui n'est pas quelque chose qui est enseigné comme tel aux chercheurs. Et faute d'offrir le conseil scientifique en moment opportun, il y a un fort risque qu'il devienne en fait non pertinent. Pendant la COVID, la démarche scientifique s'est accélérée comme jamais auparavant. Et alors que la publication scientifique révisée par les pairs est le moyen usuel pour marquer les étapes de l'évolution des connaissances, ici, on a dû prendre toutes sortes d'autres moyens. Les médias sociaux, les échanges en direct, des rapports qui ont circulé d'une manière très, très rapide. Cette vélocité, la pression, la vitesse dans laquelle tout ça se passe demande une très grande vigilance de la part du conseil scientifique pour prendre appui sur de la bonne science. Et je pense qu'ici, il faut voir toute l'importance qui a été mise en lumière des travaux précédents. C'est parfois difficile de convaincre le politique d'investir dans de la recherche alors qu'on n'en sait pas trop quelle en sera l'utilité. Mais ici, les investissements qui avaient été faits auparavant en matière de vaccins, en matière de sciences sociales, je pense, ont été d'un grand secours et j'espère que ça restera après la pandémie. Nous avons parlé de l'importance des rôles de chacun, de les distinguer et de s'y tenir tout à l'heure. Il est clair que la prise de décision quant aux mesures à mettre en œuvre appartient aux politiques.
Cette prise de décision prend évidemment, là, je dis des choses que vous savez, en considération de multiples aspects qui ne relèvent pas de la science. D'ailleurs, le conseil scientifique n'est jamais noir ou blanc. Il faut bien sûr que le politique prenne les décisions qu'il a à prendre. Dans ce contexte des pièges à éviter, et on a vu certaines situations, encore une fois, en direct devant nous, à la télé, que la science doit éclairer cette prise de décision, mais elle ne peut pas se l'approprier. Il y a un pas à ne pas franchir entre le conseil scientifique et même laisser un doute qu'on a pris cette décision-là. La clarté de cette ligne est extrêmement importante. Le conseiller scientifique peut aussi donner une opinion personnelle, mais s'il le fait, il doit clairement indiquer qu'il a franchi la ligne de l'état des connaissances versus de donner ce qu'il croit être juste et bon. Et d'exprimer cette ligne-là est extrêmement importante. Et à l'inverse, si le politique peut prendre appui sur la science, il ne doit pas l'instrumentaliser d'une manière à induire des biais d'analyse ou de faire croire que la science à elle seule a formulé toutes les réponses. Au Québec, en lien avec ce que je viens de vous dire, la proximité du directeur national de la santé publique aux côtés du premier ministre pour les conférences de presse quotidiennes a parfois été célébrée et parfois été critiquée. Célébrée pour la cohérence des messages ou en tout cas pour la transparence de l'opération qui se déroulait devant nos yeux, mais critiquée pour son parfois des questions d'indépendance en lien avec cette trop grande proximité. Et le meilleur exemple de ça, c'est toute la question des masques. Il a fallu un certain temps avant que le directeur national de santé publique, sous recommandation, comme vous l'avez mentionné, des autorités mondiales de santé, dise qu'il y avait pertinence à ce qu'on porte des masques. Mais ça a soulevé la question de savoir si, en fait, le vrai problème n'était-il pas de la disponibilité des masques, qui, elle, est une question qui appartient aux politiques et qui n'appartient pas aux scientifiques. Parlant de l'indépendance, le scientifique en chef et le directeur national de la santé publique sont quand même des nominations qui sont comme politiques, pour qui on offre des mandats de 3 ans chacun. Donc, il y a eu quand même des questions qui se sont posées par rapport à cette indépendance-là en lien avec le fait que la personne occupe un poste à l'intérieur ou proche de l'appareil gouvernemental. Personnellement, je pense que c'est je ne suis pas sûre que ce soit le bon problème à examiner. Je pense que dans tous les formats, que ce soit la relation employeur-employé ou que ce soit dans un contrat ou un mandat spécial, il y a toujours la possibilité d'induire une certaine instrumentalisation du conseiller scientifique. C'est beaucoup plus comment le politique travaille avec le scientifique ou l'utilise et l'instrumentalise que se passe, que se joue l'élément clé. Mais néanmoins, je pense que c'est une question qui est tout à fait légitime. Et pour clore sur cet aspect, il y a quand même des avantages à assurer une certaine permanence de ces postes-là. D'abord parce qu'il y a une courbe d'apprentissage quand on est conseiller scientifique pour le politique. On ne parle pas de la même façon. Il y a quelque chose là à apprendre, je pense, pour le conseiller scientifique. Et c'est pas évident pour le politique de choisir les bons conseillers en temps de crise. C'est bien quand ces gens-là sont déjà en poste. La transparence, je pense que évidemment la transparence est une valeur extrêmement importante en temps de crise. Hier, en révisant ou en me préparant pour la conférence, j'écoutais le point de presse du premier ministre à 13 heures qui donnait, comme tous les jours, sa conférence. Et il a abordé directement la question de la transparence parce que le débat actuel au Québec est d'avoir accès aux notes écrites du directeur national de santé publique. La raison de ce débat-là, c'est que le directeur national de santé publique a dû répondre à des questions des partis d'opposition un petit peu avant Noël et on a appris qu'il n'avait pas recommandé la fermeture des restaurants alors que le premier ministre l'a imposé. Vous pouvez imaginer tout le débat qui s'en est suivi chez nous. La divergence entre le conseil scientifique et les mesures prises, je crois, aurait pu créer une onde de choc beaucoup plus grande en début de pandémie. Je pense que le public comprend mieux le lien entre les deux maintenant qu'on a quelques mois d'observation de tout cela. Mais néanmoins, on constate toute la puissance du conseil scientifique dans cette crise-ci quand on questionne le politique dès lors qu'il n'a pas pris 100% des recommandations du conseil scientifique. C'est quand même assez particulier comme situation.
je profite de l'occasion que nous aurons un échange et des débats pour quand même me questionner sur est-ce que la transparence totale et en tout lieu et sur tous les aspects est bonne. Et comprenez-moi bien, je suis pour la transparence, mais j'ai quand même un souci de permettre aux hommes et aux femmes politiques qui prennent des décisions d'avoir l'opportunité d'entendre le conseil scientifique en premier lieu et que le débat public qui s'ensuive, mes hommes et femmes politiques soient bien informés au moment où ça va se passer. Nous avons vécu une situation à un moment donné de la crise où est-ce qu'un rapport est sorti, je me souviens, c'était un vendredi après-midi, et je crois bien que le politique a dû voir ce rapport d'analyse de l'Institut national de la santé publique probablement en même temps. Le week-end, toute la fin de semaine, les discussions ont fait rage. Et il restait très peu d'espace pour que le politique puisse prendre une décision une fois le lundi venu. Oh, vous êtes gelé. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, nous entendons très bien. Ah, bon, merci beaucoup, je suis désolée. Donc, encore une fois, je ne conteste pas l'importance de la transparence, mais bien la possibilité pour le politique de pouvoir avoir un certain droit de premier regard ou d'entendre directement ces questions-là avant d'avoir à se frotter aux médias sociaux qui exigent une instantanéité incroyable et qui n'est pas toujours cohérent avec la prise de décision sereine dans des affaires complexes. Puisque j'ai ouvert cette parenthèse, je mentionnerai par contre que je ne suis pas du même opinion en ce qui concerne les données brutes qui, selon moi, devraient être disponibles d'une manière très rapide à tout le monde pour qu'on puisse y constater ou en faire des analyses, non seulement par les gens mandatés pour ce faire, mais par les chercheurs ou d'autres personnes dans la société. J'arrive à mon dernier point qui est l'intégrité scientifique. Pour asseoir la crédibilité de l'activité scientifique, je pense que l'intégrité scientifique doit évidemment être la pierre d'assise du conseil scientifique. C'est la quête authentique de savoir, rigoureuse et honnête, celle qui se colle à la réalité et non aux faits alternatifs, qui donne toute la crédibilité à la science et qui permet aux politiques de prendre des décisions en toute confiance, en s'appuyant à la science. J'ai mentionné pendant ma communication l'humilité, le fait de connaître les limites de ses propres connaissances, de ne pas mélanger son opinion et le savoir scientifique. Ce sont tous des éléments de la conduite responsable en recherche. Cette intégrité, comme évidemment, doit être au cœur de celui qui fait le conseil scientifique, mais je pense que ça va plus loin que ça. C'est compte tenu qu'on prend appui sur l'ensemble du savoir scientifique, cette intégrité doit être présente partout à l'intérieur de la communauté scientifique. Et donc, je pense qu'on peut donc effectivement légitimement s'inquiéter de la désinformation qui a eu cours pendant la crise de la COVID. Moi, je m'inquiète particulièrement de la désinformation qui est initiée par ceux qui endossent une cape scientifique, si je puis dire, soit par leur titre, par des postes ou par leur formation, pour donner de la crédibilité à des propos qui n'ont pas toute la rigueur de la démarche scientifique. Je pense que c'est extrêmement important l'impact que ça a comme bruit de fond et le conseiller scientifique qui est assis à la table et qui aide le politique à se faire une tête a à contrer cette potentielle perte de confiance qui est causée par cette désinformation. Au moment où on se parle, permettez-moi de faire un clin d'œil en cette journée d'assermentation du nouveau président des États-Unis pour vous parler de la lettre de mission qu'il a écrite à Eric Lander, qui est le nouveau conseiller scientifique à la Maison-Blanche depuis quelques minutes. Et M. Biden écrivait la chose suivante dans sa lettre de mission qui est très inspirante. Comment peut-on protéger l'intégrité scientifique à l'intérieur du gouvernement et faire du gouvernement la première destination pour que les scientifiques et les technologues puissent aider la société américaine. Et donc, je pense que cette réflexion sur comment on assure l'intégrité scientifique dans la machine gouvernementale est extrêmement importante. En conclusion, donc, je pense que cette crise a vraiment mis la science là, au cœur du processus décisionnel politique. Cette attention vient avec beaucoup de responsabilités et donc la gouvernance du conseil scientifique sera certainement quelque chose qu'on va réexaminer là, au cours des années lorsque viendra le temps de faire un post-mortem de tout ça. Au Québec, en tout cas, il y a eu certainement une épiphanie, si ce n'est une redécouverte
des institutions publiques qui ont pour mandat de générer du savoir scientifique par le public, mais par le politique aussi. Et je pense que ça a été plutôt heureux de prendre appui sur ces institutions-là. Et donc, je crois vraiment à la pérennité de celle-ci pour qu'elle puisse offrir du conseil en temps de crise. Je pense qu'elles doivent exister en dehors des moments de crise. Ce sera peut-être un héritage intéressant de cette pandémie. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette intervention très, très éclairante et très, très complète qui nous donne une compréhension de ce qui se passe ailleurs. Alors, je réagis un petit peu par rapport à ce que vous venez de dire sur la transparence, notamment. Je suis très intéressée par ce que vous venez de dire sur la transparence, parce que finalement, dans un contexte démocratique, et celui qu'on a ici, on commence à parler de transparence au moment où il n'y a plus de confiance. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la transparence n'est pas nécessairement quelque chose d'absolument positif, puisque on raisonne en termes de transparence à partir du moment où dans une société démocratique, il y a un manque de confiance qui s'installe. Et de ce point de vue-là, vos réflexions sur ce qui devrait être transparent, à quel moment la transparence devrait être instaurée, me semble tout à fait intéressant, parce que on voit bien que la transparence ne doit pas être un absolu, mais qu'elle doit être modulée et qu'elle doit être pensée au regard des objectifs qui sont poursuivis. Naturellement, l'idée d'un retour d'expérience également une fois la crise passée sur la gouvernance du conseil scientifique, c'est naturellement quelque chose d'intéressant et qu'il y aura à mener, à mon avis, dans différents pays. Alors, je réagis également à une des questions posées sur le chat. Il y a une question sur l'opportunité qu'il pourrait y avoir d'introduire des expertises venant de spécialistes des sciences humaines et sociales. Ce n'est pas un sujet que vous avez abordé. Est-ce que vous auriez quelque chose à dire à ce propos? Merci de la question, parce que je pense que c'est extrêmement important. Cette crise-là, pour moi, mais dans la phase où on est rendu, c'est beaucoup plus une crise sociale, de santé mentale. On sait qu'on va y arriver avec le vaccin, mais je pense que les autres aspects sont extrêmement importants et ont été sous-estimés en début de crise. Quand on parle de santé publique, on regarde tout de suite les aspects biologiques, si je puis dire, mais je pense qu'on voit à quel point, en tout cas au Québec, en tout cas à quel point l'impact sur la société, mais dans d'autres sphères, les contestations sociales des prises de décision, comment elles s'expriment, comment on génère de l'adhésion à une prise de décision de ce genre de choses-là. Ce sont toutes des questions que le politique se pose. Et pour lequel on a, je pense, sous-estimé l'importance. Et là, on est en train de se réajuster un peu. Ça viendra peut-être trop tard, mais je remercie la personne qui a posé la question, parce que ça m'apparaît extrêmement important pour nous, en tout cas au niveau des financements de la recherche. Je suis sûre que ça va amener beaucoup de travaux de ce côté-là. Et quant à l'introduction à l'intérieur même du conseil scientifique, ben, je pense que ça a été présent, mais peut-être c'est devenu plus présent, je crois, au fil du temps. Là. Les aspects de santé mentale, entre autres, c'est ce qui est le plus discuté présentement, puis les aspects de réaction sociale, c'est ce qui est énormément discuté. Revenant sur la question de la transparence, là, je savais que ça... peut-être que mes propos seraient un petit peu pas provocateurs, mais en tout cas qui poseraient des questions. Je pense que la transparence doit être modulée en fonction des objets d'abord. Et comme je disais, moi, je pense que les données brutes, elles devraient être partagées, mais à tout moment. J'ai pas de questions sur les données comme telles. C'est vraiment sur les opinions, sur l'analyse scientifique, qui est quelque chose qui prend un certain temps pour quiconque n'est pas lui-même peut-être un homme ou une femme de science à comprendre. Et je me dis, ben là, ça me semble
légitime qu'on donne un petit peu de temps à nos politiciens, nos politiciennes, d'être capables de prendre connaissance de ça, de poser des questions avant qu'ils se fassent une tête, comme on dit en québécois, et qu'ils puissent ensuite exprimer ça avec beaucoup plus d'assurance et de certitude. Et je pense que l'instantanéité de la publication, bien qu'elle se fasse, donc l'INSPQ l'INSPQ, je m'excuse, j'ai utilisé l'acronyme, l'Institut national de santé publique du Québec publie sur son site web ses opinions, mais en tout cas, ça me choque pas personnellement si jamais il y a un regard ou un accès privilégié dans un premier temps aux politiques à des opinions qu'ils ont eux-mêmes demandées, là, il faut bien le dire. D'accord, merci beaucoup. Alors, il y a peut-être une dernière question qui est une petite question par rapport à celle qu'on vient d'évoquer. C'est sur le rôle des médecins et la question de leur expertise. Alors, dans le contexte, j'espère que je comprends bien la question telle qu'elle est posée, mais dans le contexte français, l'expertise acquise au fil de l'évolution de la crise sanitaire par les médecins n'a probablement pas assez été prise en compte. En tout cas, c'est une idée qui a été formulée. Est-ce qu'il en est de même au Québec? Est-ce que vous pouvez dire un peu quelque chose là-dessus? Donc, une chose qu'on a observée, je dirais, du côté de la scène publique, les médecins ont été très, très présents dans les médias et on a eu des communications de très grande qualité de leur part pour attirer l'attention sur ce qui se passait en temps réel dans les hôpitaux, dans les centres de soins. Et nous, ce qu'on a vu, ça a été plutôt des fois un décalage entre les alertes qui étaient lancées par les médecins de la première ligne et ce que pouvaient refléter ou dire le premier ministre dans son adresse quotidienne. Donc, une journée, il nous disait quelque chose, puis on avait l'impression qu'il pouvait y avoir un décalage dans le temps entre ce qu'on attendait du côté des médecins. Mais je pense que quand on parle de la communauté scientifique au Québec et des différents conseils scientifiques qui sont offerts ou via les institutions que je vous ai mentionnées ou le scientifique en chef ou le directeur national de la santé publique, je pense que les médecins étaient à la table, mais nous n'avions pas un conseil formé de médecins là, qui aurait été unique en son sens et qui aurait été le premier interlocuteur. Ils étaient intégrés dans la discussion et dans les tables de décision qui étaient prises. D'accord, merci beaucoup. Alors, il y a une réaction sur le chat qui vous remercie de cette précision et qui souligne que le décalage que vous soulignez concernant le Canada a été à peu près équivalent en France, mais je pense que probablement cette réalité peut se vérifier ailleurs. Alors, il y a une dernière question que je ne comprends pas complètement de Martine Ledrand. Y a-t-il eu un comité scientifique indépendant au Québec? Je vous laisse répondre. Ça ne s'est pas présenté de la même façon qu'en France. Donc, comme je disais, on a plutôt pris appui sur les institutions existantes. Cependant, l'Institut national de santé publique, dépendamment des questions qui étaient posées, mettait sur pied des comités spéciaux. Je reviens sur la ventilation, par exemple, pour lequel un rapport est sorti, la ventilation dans les écoles, pour lequel un rapport est sorti récemment. Il y avait des experts de l'Institut national de la santé publique, du milieu académique, des gens de différents milieux qui avaient été appelés à produire le document, mais après, le document sort sous l'égide de l'Institut national de la santé publique et le gouvernement prend acte de ce rapport-là, puis ensuite de ça, prend les décisions qui s'imposent en lien avec ça. Mais on n'avait pas la même chose qu'en France où il y a comme vraiment un comité. Je pense que le directeur national de santé publique a vraiment été je dirais, la tête de proue de ce conseil scientifique-là. Du moins, c'est ce qu'on voyait du côté public. D'accord. Alors, la différence que vous signalez est très intéressante parce que elle renvoie à une remarque qui a été faite tout à l'heure par Jean-François Mattei et il y a une forme d'incompréhension du côté de l'Académie de médecine. Dès lors que c'est l'INSPQ qui est à l'initiative de la création d'un organe,
finalement, les institutions permanentes sont légitimées dans leur rôle et elles prennent des initiatives par elles-mêmes pour obtenir une expertise complémentaire. Alors que le modèle français, qui est celui de la création spécifique d'un organe nouveau, qui est un organe ad hoc, alors certainement s'inscrit dans une logique qui est une logique d'urgence, mais s'inscrit dans une logique d'urgence qui n'est pas correctement articulée, en tout cas qui n'est pas pensée a priori avec le cadre institutionnel qui existe de manière permanente et avec toutes les institutions qui existent par ailleurs et qui ont une expertise à proposer avec peut-être des garanties d'indépendance qui ont été mieux pensées, en tout cas qui ont été pensées sur le plus long terme. Donc c'est vrai que le souligner que la démarche n'est pas la même est intéressant de ce point de vue-là, je pense. Alors, je vous propose peut-être que nous entendions justement une membre du conseil scientifique Covid-19 français. Donc, je remercie infiniment à Mylène Deschênes de son analyse et des éléments d'information qu'elle nous apporte. Donc, nous allons maintenant entendre Laetitia Atlani Duo, donc qui est parmi les nombreuses fonctions que j'ai évoquées, qui est également membre du conseil scientifique Covid-19. Merci.